entendu tout à l'heure, à 17 secondes, et 10e. L'ancien champion du monde, Tour Rushoft, à 17 secondes. Voilà, suivi derrière Montfort, Gutiérrez et Tyler Finney, dont vous venez de parler. Alors qu'Andy Schleck, un des héros peut-être du prochain Tour de France, s'élance. Dans un exercice où il doit beaucoup travailler, ça tombe bien. Voilà. Hein. Il a fait de la soufflerie cet hiver, il a changé beaucoup de choses sur son vélo, notamment sur sa position dans le contre-la-montre. Johan Brunel le fait beaucoup travailler, on sait que c'est son point faible. Et la nouvelle n'est pas très bonne parce que j'ai lu cette semaine que la reconnaissance a été faite par ceux qui tracent les parcours du prochain Tour de France. On les affine, hein. La présentation se fait au mois d'octobre, mais on est en train de les affiner sur le terrain même. Et par rapport à la première prévision, il y a 5 km en plus, ce qui fait quasiment 105 km de contre-la-montre sur le prochain Tour de France. Oui, c'est tout, beaucoup, hein, en tout, pas en une seule fois. Hein. Oui, il y a 3 contre-la-montre, mais c'est beaucoup quand même, 105 km, comparé avec le Tour que nous avons eu l'année passée, il y avait 42 ou 45 km à la veille de l'arrivée au Tour de Grenoble, et c'était un contre-la-montre exigeant qui pouvait convenir à des grimpeurs. Là, 105 km, du coup, quand on n'est pas rouleur, on part avec un lourd handicap, il va falloir récupérer le temps ailleurs. Alors, j'allais vous dire, Andy Schleck, il n'est pas au top de sa forme. Son objectif, c'est le Tour de France, ça tout le monde le sait. On a lu et entendu effectivement qu'il travaillait l'épreuve du contre-la-montre, qu'il accordait beaucoup de soins aux moindres détails. Alors, même s'il n'est pas au top de sa forme, chaque épreuve chronométrée, il n'y en a pas tant que ça, mais chaque fois qu'il y a une épreuve chronométrée, il convient quand même de la disputer à fond pour prendre de bons automatismes, de bons repères. On peut faire des essais en soufflerie pour avoir une meilleure position, mais quand on roule pépère, ça ne dit pas grand-chose. Quand on est à bloc sur le vélo, bien souvent la position change, on perd ses repères, on est moins fluide et du coup les essais en soufflerie, on les a un petit peu oubliés. Donc tout cela, c'est bien de le voir à l'effort, comme c'est le cas actuellement, et puis d'interpréter un petit peu aussi les résultats malgré tout. Andy qui a fait sa rentrée sur le Tour d'Oman, qui sera sur le Critérium international. Ce sera 24-25 mars, ce sera en direct le dimanche sur France 3. Avec une arrivée en altitude le dimanche. On a inversé du côté des organisateurs d'ASO. Ce sera demi-étape le samedi matin, contre-la-montre le samedi après-midi et l'arrivée à l'Hospédale le dimanche après-midi en direct sur France 3. Andy qui va faire Paris-Nice, le Critérium, le Tour du Pays Basque en avril ou le circuit de la Sarthe, il n'a pas encore choisi. Puis bien sûr comme d'habitude les Ardennaises, l'Amstel, la Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège. Ça c'est pour les frères. Andy fera tout seul, il sera avec nous en direct sur France 3 pendant le Critérium du Dauphiné, début juin, alors que Franck lui ira faire le Tour du Luxembourg et le Tour de Suisse. Allez, le maillot Sorsojasson n'a pas beaucoup changé non plus. C'est parti pour le sprinter Jonathan Hiver. Ça peut lui convenir sur 9 km 400. On attend beaucoup de lui cette semaine. On attend beaucoup aussi de cette équipe Sorsojasson managée par Stéphane Hulot. Et on attend beaucoup de savoir comment va le moral de Pierrick Fédrigo, Nicolas G. Oui, Thierry, avec un revenant, avec Pierrick Fédrigo. Pierrick, vous avez vécu une année très difficile l'an dernier. Comment ça va? La condition est là. J'ai tourné la page 2011. Maintenant, j'essaie de me concentrer sur cette nouvelle saison 2012. Et voilà, en essayant d'être le plus régulier possible et reprendre du plaisir. Comment vous abordez ce Paris-Nice? Il y a des arrivées qui peuvent vous convenir, Mende ou d'autres étapes de baroudeur. On se dit que vous pourriez vous faire plaisir justement et peut-être en mettre une au fond. Oui, disons ce que je veux surtout sur Paris-Nice, c'est essayer d'être acteur et voilà, et pas de subir comme j'ai pu le faire l'année précédente. Et voilà, c'est se faire plaisir avec l'équipe, avec les copains et puis essayer de ramener une victoire d'étape. À la FDJ, il y a cette année, l'année dernière, vous aviez essayé d'être leader sur Paris-Nice, ça n'avait pas fonctionné, c'est peut-être pas aussi votre tempérament. Comment vous allez repartir cette année vraiment pour jouer étape par étape et vraiment juste pour une victoire d'étape plus que pour jouer le général? Déjà se concentrer sur les premières étapes où forcément c'est toujours plus ou moins tendu et essayer forcément de ne pas prendre de cassure. Et essayer de perdre le moins de temps possible sur les premières étapes pour essayer de suivre les meilleurs dans les étapes un petit peu plus difficiles. Merci beaucoup Pierre.
Attention à Evgeny Petrov, il est battu. C'était un candidat éventuel à un résultat dans les 10 premiers. Il est loin, Evgeny Petrov. On peut être très bon spécialiste du contre-la-montre, mais c'est vrai que ce parcours de 9 km 400, ici dans la vallée de Chevreuse, est un peu différent. Et ça se voit au niveau des résultats, même si c'est un grand spécialiste du contre-la-montre qui est toujours en tête, c'est Gustave Larsson. Tiens, voilà le maillot, sort Sojason. Ça me fait vous rappeler que si vous êtes en voiture, notamment dans cette région, mais un petit peu partout en France, faites attention aux cyclistes. Il y a eu beaucoup d'accidents pour des coureurs professionnels depuis le début de l'année. Le maillot sort Sojason avec un petit clin d'œil à Cyril Lemoine. Alors lui c'était en course, donc c'est différent, qui a été victime d'une terrible chute à 3 km de l'arrivée au Trophée de Majorque. C'était le 6 février dernier. Il a été rapatrié à Tours le 16 février dernier. Il a été victime d'une section de l'Urtère. C'est le canal qui va entre le Rhin et la Vessie. Ça va beaucoup mieux du côté de Cyril Lemoine. Il est impatient de reprendre le vélo, mais ne peut pas encore le faire parce qu'il a un petit tuyau pour que ça se passe bien. Là, cette rupture qui a été réparée, bien sûr, que ça se passe bien. Elle lui sera enlevée dans une dizaine de jours. Et après, eh bien, on fera un bilan de santé pour Cyril Lemoine. Alors, une pensée pour Mathieu Perget, le coureur de l'équipe AG2R du côté de Toulouse. Fracture du bassin. C'était à San Luis en janvier en Argentine. Il a repris les béquilles et même, paraît-il, le vélo d'appartement. Et puis pensez pour Damien Monnier aussi, lui qui a été renversé par une voiture à l'entraînement alors qu'il s'entraînait chez lui du côté de Clermont. Et une pensée pour Damien puisqu'il a quand même eu un sacré accident, une belle frayeur. Fracture complète du maxillaire, perte de ses incisives supérieures, inférieures, fracture au sinus, à la base du crâne. Mais l'Auvergnat a le moral et, paraît-il, impatient déjà lui aussi de remonter sur le vélo. Il y en a d'autres qui sont tombés, comme Frédéric Guédon. Il a repris le vélo et il pense tirer sa révérence peut-être à Paris-Roubaix. Anthony Roux, qui était tombé au mois de décembre dans un cyclocross, va reprendre cette semaine à Tirreno-Adriatico. Brice Feillu, qui pendant l'hiver s'est cassé la clavicule, a repris au Var, un peu juste pour Paris-Nice, mais il a quelques courses en perspective. Et puis Pierre Rolland, le grand Pierre Rolland, l'homme qui nous avait ébloui avec son maillot blanc sur le Tour de France. Il s'est fait mal en début de saison, je crois que c'était sur le Haut-Var. Il a tapé le guidon avec le genou et c'est toujours une douleur embêtante. Ça paraît pas, c'est un tout petit choc et ça reste au point de déclarer forfait quand même pour ce Paris-Nice. Il aurait dû être là avec Thomas Vauclair dans l'équipe Europcar. Le genou, c'est forcément une articulation très sollicitée en vélo et c'est très délicat. Une douleur au genou, ça peut durer très longtemps. Quand on tombe, c'est aussi une partie du corps qui est mise à rude épreuve. Bien souvent, c'est les genoux, les coudes, les hanches qui tapent en premier. Et les coups sur les guidons, ces coups secs, là, sur la rotule, ça laisse toujours des traces. Alors, souvent, suivant l'impact et la violence de l'impact, c'est plus ou moins douloureux et plus ou moins grave, mais visiblement, concernant Pierre Rolland, c'est un peu plus sérieux. On lui souhaite de bien récupérer. Le Tour de France est encore loin. Surtout garder le cap, le moral. Et on espère surtout le retrouver au mois de juillet avec la même forme que l'année passée. Voilà, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Et tous les autres aussi d'ailleurs. Vous avez énuméré la liste des blessés. Bon, il y en a peut-être d'autres, mais c'est vrai que ce sont des contretemps dans une saison, dans une carrière, mais ça fait partie de ce métier-là. Eh bien, on rebondit, je peux vous en parler, j'en ai connu quelques-unes, des chutes sévères. Et on peut repartir de zéro, même de moins que zéro, et revenir très très fort. Donc tout est une question de temps, et il faut prendre le temps de la guérison d'abord, et ensuite le chemin de l'entraînement, et on retrouve la forme. Voilà un garçon qui devrait briller cette semaine sur les routes de Paris-Nice. 6 sprints massifs il doit y avoir. On aura un œil bien sûr sur Yoeni Utarovic, le Bélarus, le sprinter de cette équipe sur ce Paris-Nice de la FDJ Big Mat. Marc Madiot est content, peut commencer à travailler les sprints et il les travaille.
William Bonnet, notamment son capitaine de route, qui lui aussi a été la semaine dernière victime. Il y a une voiture qui s'est arrêtée pour tourner à gauche en clignotant et bing, il est allé dans le coffre. Il est tombé lourdement, il a eu très peur. Finalement, l'ostéo a bien fait son travail et William Bonnet a pu reprendre l'entraînement 2 jours après, donc plus de peur que de mal. William Bonnet était à Oman par exemple le capitaine de route pour emmener les sprints parce qu'il y a des grands sprinteurs dans cette équipe de la FDJ. On connaît Utarovic et on en a 2 qui arrivent. Nasser Bouhanni qui a déjà gagné cette année en ouverture sur l'étoile de Bessèges. Il a notamment battu Marcel Kittel. Et puis bien sûr, le petit prodige, alors c'est mon chouchou parce qu'il est picard, il est originaire, il habite à Beauvais. Le champion du monde espoir, Arnaud Desmar, qui a déjà remporté 2 victoires pour ses premiers tours de roue professionnels. Il a remporté il y a quelques jours le Grand Prix Saint-Main et puis il avait gagné la dernière étape sur le Tour du Qatar, sur la Corniche, face quand même à un certain Marc Cavendish, champion du monde en titre. Belle performance, celui-là, on le couvre. Hein. Pas seulement d'ailleurs, il y a des très bons jeunes qui arrivent, il y a une génération 20-23 ans qui va éclore là. Le cyclisme français est en bonne main. Autour de Vauclair, de Chavanel, de Jérôme Pinault par exemple. Les valeurs sûres. Oui, c'est le cyclisme et le temps surtout qui fait son œuvre. Il y a des générations qui passent et d'autres qui arrivent. Parler des Français, c'est vrai que Bouhanni et surtout Demar sont très percutants. Demar, je pense qu'il est promis au plus bel avenir dans le domaine des sprints. Il fait forte impression. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu un jeune coureur professionnel aussi performant d'entrée de jeu. Mais en face de ces garçons-là, il ne faut pas oublier qu'il y en a d'autres aussi, les Marcel Kittel, les De Genkolb, des gars comme ça, qui sont aussi de tout jeunes garçons et qui vont aussi très, très vite et qui ont déjà un palmarès éloquent. Voilà, donc ce sont des générations qui vont s'affronter. Et nous, on a nos sprinteurs et donc on se réjouit quand même qu'il y ait aussi une succession. Romain Feillu, Dumoulin par exemple, qui sont toujours présents mais qui petit à petit vont devoir passer la main aussi au fil des années. Donc ça pousse derrière. Bouhanni, on l'avait découvert l'année passée déjà sur la Tropicale au Gabon. Et il avait plusieurs fois été bien placé, gagné les sprints du peloton. On voyait bien que c'était un garçon qui était volontaire et qui avait du talent. Cette pointe de vitesse, il la tenait chez les amateurs et confirmé chez les pros. Eh bien, Demar, lui, n'était pas nécessaire de faire sa présentation, hein, son championnat du monde victorieux. Les gens disaient long sur ses qualités physiques. Il a confirmé dès ses premières courses. Et Andy Schleck est en train de confirmer que le contre-la-montre, même avec une côte, c'est quand même pas son truc. Hein. Loin s'en faut. Hein. Bon, après, on est en début de saison. Hein. On est en début de saison. Probablement que la forme n'est pas au top, mais c'est quand même un garçon qui a de la classe. 1 minute sur 9 km. Je dirais c'est le tarif. C'est le tarif pour quelqu'un qui ne roule pas face aux meilleurs rouleurs. Pour l'instant, on ne voit pas beaucoup de changements, même dans sa position. Je dirais, moi, j'ai pas vu grand-chose de différent, de nouveau, de mieux. En tout cas, c'est un excellent grimpeur, mais contre la montre, même posé sur le vélo, on sent qu'il a du mal à s'accoupler avec sa machine. Alors Paris, ça sert à ça quand même. Il n'y en a pas beaucoup qui ont changé. C'est bien d'être resté dans le bleu. Pour du bleu ciel, là, ils nous ont fait un vrai bleu-bleu. C'est le nouveau maillot de la Saxo Bank qui, jusqu'au 6 août prochain, sera donc privé d'Alberto Contador. La sanction est tombée. Il est suspendu jusqu'au 6 août prochain. Il est pas mal leur maillot, les couleurs sont différentes, mais c'est vrai que changer tous les ans, c'est un peu risqué aussi, quoi. On s'habitue. Hein. Alors les couleurs de la Saxo l'année passée, c'est Quick-Step qui les a récupérées cette année. Je ne sais pas s'il se passe les échantillons. Il n'y a pas trop de changements. De ce côté-là, ça va. En revanche, il y a beaucoup de coureurs qui ont changé d'équipe. Ouais. Il y a quand même quelques équipes qui ont disparu de la circulation. On parlait de Léopard qui a fusionné avec Radio Shack, ça fait quand même une équipe de moins. Et puis il y a l'HTC aussi qui a disparu. C'était la meilleure équipe du monde sur le plan des résultats. Exactement. En tout cas, et même des finances, c'était un gros budget, un très gros budget. C'était une surprise d'ailleurs. Un changement de politique au niveau de la communication. C'est quand même l'équipe de Marc Cavendish. Oui, mais il faut énormément de moyens aujourd'hui pour soutenir une équipe du Pro Tour. Et, tant que les sponsors sont satisfaits et les contrats en cours, il n'y a pas tellement de soucis à se faire. Mais lorsqu'on est en fin de contrat, je pense que ça devient compliqué d'aller chercher une dizaine de millions d'euros pour assurer la pérennité d'une équipe, surtout en période de crise.
avec Karsten Kroon pour le final. Virage à droite là qui demande d'être à droite. Virage à droite qui demande à être à droite. Beaucoup de monde. Mais on est sans... Oh attention, ouais. Il n'a pas reconnu. Il y en a quelques-uns qui l'ont reconnu ce matin. Hein. Il y en a pas mal même qui l'ont fait. Jonathan Hiver qui en termine. Lui ici à Saint-Rémy-les-Chevreuses. On va dire normal pour le sprinter qu'il est. Bien quand ça monte un peu lui, hein, les sprints montants. Si je peux me permettre une comparaison, Jonathan Hiver a perdu 40 secondes, Andy Schleck 1 minute 01. Comparer. Non mais c'est pas mal, 40 secondes de perdu ça fait beaucoup, 1 minute 01, je trouve que c'est quand même énorme pour un coureur de ce talent-là. Oh, j'espère qu'il l'a pas fait bloc, quoi. Sinon c'est très inquiétant pour le Tour de France. Un petit peu inquiétant. On est tôt, hein. On a dit on ne tirera aucune conclusion à la fin de ce Paris-Nice dimanche prochain. Ce sera à peu près à la même heure, hein, parce qu'on a un autre match de rugby, ça s'enchaîne. D'ailleurs, je tiens à dire et à vous dire que les organisateurs, dès que nous avons su à France Télévisions que le fameux France-Irlande de rugby était reporté et que l'on a eu connaissance de la date, donc aujourd'hui, cet après-midi, avec un coup d'envoi à 16h, eh bien, normalement, hein, le Paris-Nice devait arriver à 16h45. Le dernier coureur devait arriver à 16h45. Bien, tout de suite, Christian Prudhomme, à la demande de Daniel Bilalian, notre directeur des sports, et bien, tous les deux se sont mis d'accord pour que le Paris-Nice puisse avancer son horaire de façon à terminer à 15h30 et vous laisser tranquillement vous préparer avec le rugby et ce France-Irlande très attendu au Stade de France avant dimanche prochain, je crois, France-Angleterre. Igor Anton, le leader de cette équipe Euskaltel-Euskadi qui décidément garde les mêmes couleurs et ça fait quasiment plus de 10 ans que c'est comme ça. Je crois que le maillot n'a jamais changé, ou peut-être au tout début, mais sinon ça a toujours été ces couleurs orange et noir pour Igor Anton. Alors dans cette équipe Euskaltel-Euskadi, on parlait de champion du monde espoir, et bien il est de retour, c'est le grand retour de Romain Sicard, qui a connu, on attendait beaucoup de lui hein, après son titre de champion du monde obtenu à Mendrisio en Suisse, a connu une année très compliquée. Problème au genou qui, une douleur qui n'arrivait pas à disparaître, pas moyen de le soigner. Bien attention Igor Anton, là oui, c'est toujours un peu embêtant, là c'est ce revêtement déjà ou ces petits réhausseurs. Il faut être prudent, là c'est le vélo moderne. Et bien c'est avec plaisir qu'on a vu que Romain Sicard était dans cette équipe Euskaltel-Euskadi au départ de ce Paris-Nice, qui est un mauvais souvenir pour lui puisqu'il avait abandonné l'an dernier le mardi matin à l'aube de la 3e étape de Paris-Nice, et il a connu ensuite une année galère. Là il a déjà couru en Australie le Down Under, il a fait une journée au Trophée de Majorque et une journée aux boucles Sud-Ardèche, parce qu'il y a des courses en Europe aussi, hein. On parle Australie, on parle Argentine, on parle Qatar, on parle Sultanat d'Oman, mais il y a des courses en France. On rappellera que la première course en France, c'est le Grand Prix d'ouverture, la Marseillaise, victoire de Samuel Dumoulin, le coureur de l'équipe Cofidis. On rappellera que Jérôme Coppel, lui, s'est imposé sur l'étoile de Bessèges. Il a gagné une étape et il a gagné le classement général final, entre autres. Pour ceux qui sont ici, puis je vous parlais des boucles du Sud-Ardèche, et bien Rémi Poriol s'est imposé sur ces boucles du Sud-Ardèche, et Rémi Poriol, il est toujours dans le top 10. Que l'on va rappeler avec Laurent Jalabert, si vous nous rejoignez seulement, il suffit de demander Kéké et Jean-Maurice Hogg ont l'oreille fine. Rémi Poriol toujours en 7e position. Voilà, pour l'instant le classement des 10 premiers ne bouge plus. C'est marrant, hein, ça fait, depuis qu'on est là, ça n'a pas bougé quasiment. Depuis Gustav Larsson, ça n'a pas bougé. On est arrivé avec Thomas De Gendt. Gustav Larsson a mis tout le monde d'accord. Les Palmer s'est glissé entre les deux. Et voilà, ça ne bouge plus. Ah, ça va bouger tout à l'heure. Et puis pour être complet, et pour vous donner des nouvelles de Romain Sicard, il est 86e pour l'instant du classement. Dans ce contre-la-montre, il a perdu 52 secondes sur Gustav Larsson. Il est dans la course, mais c'est vrai qu'il revient de loin. Il a fait une saison 2011 blanche, on peut le dire. Et il va mettre un peu de temps à retrouver son meilleur niveau. Là, on arrive avec des coureurs très sérieux. Hein. C'est le 148e coureur à s'être élancé. Igor Anton peut être un garçon très intéressant hein, sur ce parcours aujourd'hui.
On aura encore Richie Porte. Attention à l'Australien d'Askai. On verra Frank Schleck. Jimmy Angoulevent qui peut être très bien sur ce parcours. Ivan Basso, même si Ivan Basso a eu des petits soucis de santé là, la semaine dernière. Attention à TJ Van Garderen, le coureur américain de la BMC. On regardera Arnold Jansson, le coureur de la FDJ, parce que lui peut marcher hein, ici. Thomas Vauclair, bien sûr, tout à l'heure, il arrive. Il part à 14h53, Thomas Vauclair. Damiano Cunego, Wilson Sanchez. Bon, après, là, on arrive évidemment dans ceux qui peuvent bouleverser le classement général de cette première étape de Paris-Nice. Anton, il devrait mieux s'en sortir sur les hauteurs de Mende que dans cette épreuve contre la montre. C'est un excellent grimpeur, Igor Anton, surtout quand les montées sont sèches. Enfin, sèches. C'est bien. Enfin, sèches aussi peut-être, mais les choses humides, il doit connaître au Pays Basque. Il peut quand même, quelquefois aussi, le Tour du Pays Basque notamment, est souvent couru sous la pluie au mois d'avril, mars-avril. Alors on le dit, on le répète, on est dans une région où on aime le vélo, dans une région de cyclo. Le voici Richie Porte. Attention à lui, hein. C'est un garçon qui est en forme, qui a des ambitions dans cette équipe Sky, qui vient de gagner une étape et le classement général final du Tour d'Algarve, au Portugal. Et c'est un candidat pour un podium sur ce Paris-Nice. En tout cas, j'en fais un outsider. Et même pour cette première étape, c'est un garçon qui va très bien dans le contre-la-montre et qui grimpe très bien. Alors je disais que c'est une région où on fait beaucoup de cyclo. J'ai vu avec beaucoup de respect quelques papis monter tout à l'heure. Alors c'est dur, parce que ici ça monte vraiment, mais beaucoup de respect. Et puis des groupes et tout. Pour les cyclos, on peut parler un petit peu des braquets sur ce contre-la-montre, sur ces 9 km 400, avec l'arrivée de Karsten Kroon, le coureur néerlandais de cette équipe Saxo Bank. Les braquets, je pense que le plus couramment utilisé, ce sont le 53 encore quand même. Il y a beaucoup de coureurs qui roulent toujours avec un 53. Les roues libres de 11 à 21 pour une épreuve comme aujourd'hui, c'est largement suffisant. En revanche, les spécialistes du contre-la-montre n'hésitent pas à mettre des gros braquets. 54, c'est là un braquet important pour avoir une chaîne en ligne lorsque vous êtes sur le 14 ou le 15. Il n'y a pas de torsion, de friction il y a moins de friction au niveau de la chaîne parce qu'elle est moins en travers sur la roue libre. Et Tony Martin est un habitué des braquets imposants. Je ne serais pas surpris que tout à l'heure il ait un 55 pour profiter de la partie descendante. Mais bien souvent, vous savez, on adapte le braquet au parcours proposé. Et sur ce type de parcours, un 54-55 ne m'aurait pas fait peur, avec un 46 pour aborder cette première côte, par exemple. De façon à pas trop se mettre les jambes dans le rouge dès le début, pour pouvoir bien relancer sur le sommet et ensuite amener un gros braquet. Alors Cadel Evans dit beaucoup de bien de lui, dit que c'est un coéquipier modèle, le vainqueur du Tour de France 2011, alors que c'est Tom Bonnen qui suit Frank Schleck. Là on rentre dans des grands noms du cyclisme et on va aller voir un coéquipier modèle, c'est Amel Moinard avec Nicolas G. Un coéquipier modèle, et Laurent Jalabert parlait de braquet. Amel vient de me dire qu'il a mis le 54-11 aujourd'hui. Amel, c'est ça, avec en changement évidemment de braquet, le grand plateau dans la bosse? Non, j'ai mis le petit plateau, j'ai pris l'option de bien tourner les jambes dans la bosse pour pouvoir bien relancer là-haut. Après, je suis pas quelqu'un qui avait beaucoup de braquets, je préfère bien tourner les jambes. C'est sûr que sur le retour après 54-11 de Fallait, je pense même pour ceux qui doivent jouer la gagne, 55 sera peut-être nécessaire. Ouais. Bon, vous n'avez pas mis le 58 de Tony Martin en tout cas. Un petit mot sur l'objectif de l'équipe BMC cette semaine. Cadel Evans ne sera pas là, il sera sur Tirreno. Est-ce qu'on peut vous voir comme leader avec TJ Van Garderen? TJ va être là pour le classement général. Moi, j'ai plus me concentrer sur des étapes, aller de l'avant. Et puis, je pense que je serai en bonne forme pour accompagner TJ le plus longtemps possible et puis lui apporter toute mon expérience dans le final des étapes assez difficiles. Après, on a aussi des belles cartes à jouer avec Torushov dans les arrivées massives. Donc, je pense qu'on a pas mal de cartes à jouer toute la semaine. Bon, vous nous rassurez pour le Tour de France. Thierry Adon parlait du bien que pensait de vous, Cadel Evans. Vous serez sur le Tour de France cette année. En tout cas, vous serez encore dans la sélection pour aider Cadel? Ouais, mais là on est encore loin. Après, il y a aussi une forte concurrence au sein de l'équipe BMC. Maintenant, il y a une très grosse équipe. Donc je pense qu'il faut attendre de voir tout le long de l'année qui est en forme, qui est bien en montagne. Et puis en fonction du parcours aussi, voir les meilleurs coureurs qui seront susceptibles d'aider Cadel. Après,
Après, c'est encore loin. Et puis déjà, je vais me concentrer sur cette semaine. Il y a plein de belles courses. Il y a les Ardennaises aussi. On aura des beaux objectifs. Donc moi, je prends chaque course l'une après l'autre. Et puis, on va se régaler toute la saison. Bon, et ça arrive près de chez vous en plus cette semaine. Oui, complètement. Merci beaucoup, Ahmed. Ah, c'est une grosse équipe, hein, l'équipe BMC. On a parlé transfert. Donc il y aura au départ du tour, hein, bon, alors, sauf accident bien sûr, sauf problème, Cadel Evans qui viendra pour gagner un deuxième Tour de France. Philippe Gilbert, Touruchoft. Il y aura Marcus Burkhardt. Il y aura TJ Van Garderen, puisque c'est lui qui sera chargé d'accompagner Cadel Evans le plus loin possible, notamment dans la montagne. Ah, il y a une sacrée écurie, hein, pour trouver sa place. Mais bon, je crois qu'Amel Moinard, un garçon exemplaire, coéquipier exemplaire, que Cadel Evans aime beaucoup. Vous savez, Voigt nous en a un petit peu parlé tout à l'heure. C'est bien d'avoir une équipe avec